Le choix d'un écran est personnellement l'élément d'un setup gamer le plus difficile à choisir. Mon objectif dans cette vidéo est de vous aider à faire le bon choix en fonction de vos besoins. Il y a pas mal de technologies de dalles différentes et il est assez difficile de s'y retrouver. En plus, il y a énormément de paramètres qui définissent un écran, comme la luminosité maximale, le temps de réponse, le taux de rafraîchissement, l'input lag, la fidélité des couleurs, etc. Alors, quel écran est fait pour vous et comment faire le bon choix, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut à tous, moi c'est Flo et pour ceux qui découvrent ma chaîne, ici on parle de tech et d'hardware PC. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me soutient énormément et me montre que tout ce que je fais vous est utile. Allez, pour commencer, je vais vous présenter les différentes technologies d'écran sur le marché avec leurs avantages et leurs inconvénients pour que vous puissiez faire votre choix sereinement. Et spoiler alert, aucune technologie n'est parfaite. Ensuite, je vais vous proposer des écrans par résolution, c'est-à-dire des écrans en 1080p, 1440p et pour finir des écrans en 4K. Je me suis donné l'objectif de vous proposer plusieurs gammes d'écrans pour chaque résolution allant de l'entrée de gamme aux écrans haut de gamme. J'ai essayé autant que possible de vous proposer des écrans avec différentes technologies de dalle pour que vous puissiez faire votre choix en fonction de vos besoins. Vous trouverez l'ensemble des références et liens vers les écrans en description de cette vidéo. Pour information, l'ensemble des écrans que je vais vous proposer n'ont pas été choisis au hasard en scrollant 2 minutes sur Amazon, mais c'est le résultat de nombreuses heures de recherche sur différentes sources comme Airthings, Hardware Unbox ou encore Optimum. J'ai donc recoupé un maximum d'informations pour vous proposer des écrans de qualité, bien évidemment, chacun dans leur gamme de prix. Donc ne comparez pas un écran à 200 € avec un écran à 1000 €. Parlons dans un premier temps des technologies de dalle existantes pour les écrans PC. Et commençons par la technologie la plus ancienne qui est la dalle TN. Ah, et pour celui au fond de la classe qui ne suit qu'à moitié et qui me dit que la plus ancienne technologie de dalle est l'écran cathodique, je parle de technologie actuelle évidemment, qu'on peut trouver facilement. Donc la dalle TN était par le passé la technologie qui proposait la meilleure réactivité comparée aux autres technologies de dalle telles que VA et IPS. C'est d'ailleurs leur seule vraie qualité qui leur donnait du sens à l'époque. Autre point, c'est la technologie de dalle la moins chère. Par contre, elle a de nombreux défauts tels que le taux de contraste moins bon, donc des couleurs plus fades et un angle d'affichage très mauvais. Ce qui veut dire qu'il faut être pile en face de l'écran, sinon on a des couleurs très rapidement délavées. La deuxième technologie de dalle, c'est la dalle VA. Elle proposait, avant l'arrivée des écrans OLED, le meilleur taux de contraste. Par contre, elle a longtemps souffert d'une mauvaise réactivité, entraînant divers problèmes de motion clarity, comme le ghosting par exemple. En gros, l'image n'était pas très nette lors de mouvements rapides. Ce problème est globalement plus trop d'actualité sur les nouvelles dalles Samsung par exemple. Pour finir, cette technologie permet d'afficher des couleurs plutôt fidèles et l'angle d'affichage est plutôt bon. Passons aux dalles IPS. C'est une technologie de dalle qui a longtemps été l'entre-deux entre les dalles TN et les dalles VA. Pas parce qu'elle était en termes de qualité située entre la dalle VN et la dalle VA, mais plutôt parce que c'est une technologie de dalle qui proposait une bonne réactivité, donc moins de problèmes de motion clarity que la dalle VA, une meilleure fidélité des couleurs que la dalle TN et un excellent angle d'affichage. Par contre, elle souffre toujours un peu d'un taux de contraste très moyen, en deçà de ce que propose le VA, mais meilleur que la plupart des dalles TN. Comme j'ai dit, aucune technologie n'est parfaite, c'est ce qui est un peu chiant. Pour finir, la dalle OLED, arrivée dans un premier temps sur nos télés et nos smartphones, elle a tardé à arriver sur nos écrans de PC. Elle commence à se démocratiser depuis environ 1 an avec des tarifs beaucoup plus abordables. Ça reste bien entendu une technologie chère, mais on peut trouver des écrans en 1440p OLED à environ 550 €. Pour remettre en perspective, dites-vous que mon écran Dell 27 pouces 1440p IPS 165 Hz que j'ai acheté en 2021 m'a coûté 450 €. Alors l'OLED a deux sous-technologies qui sont le WOLED et la QD-OLED. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour ces deux technologies et globalement, dites-vous que la qualité des écrans est relativement similaire sur les deux technos, surtout en 4K. Pour ce qui est des écrans OLED, leurs qualités sont multiples. Déjà, la qualité des couleurs est exceptionnelle, le taux de contraste est infini avec des noirs absolus vu que chaque LED contrôle sa propre luminosité plutôt que les autres technologies de dalle qui font appel à un rétroéclairage global ou multizone. Mais même avec un rétroéclairage multizone, ça ne sera jamais aussi précis que ce que propose l'OLED. Ensuite, la réactivité est excellente avec une motion clarity parfaite. L'angle d'affichage est excellent et les écrans proposent des taux de rafraîchissement très élevés. À ce stade, vous allez me dire, alors Flo, elle est où l'anguille sous roche? Ça m'a l'air d'être une technologie de dalle parfaite, non? Super qualité d'image, écran réactif,
angle d'affichage au top. Alors l'OLED a deux problèmes. Déjà, le niveau de luminosité est un brin faiblard comparé aux autres technologies, mais il y a plus grave malheureusement, le burn-in. Alors le burn-in, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait que la dalle va se dégrader avec le temps. Ce problème est accentué lorsque l'image affichée sur l'écran est fixe. Par exemple, la barre des tâches Windows est toujours en bas de l'écran, la fenêtre de navigateur internet a toujours les mêmes bordures. Bref, tout contenu statique pose problème à la longue avec les écrans OLED, ce qui peut brûler l'écran, d'où le terme burn-in. Je vous mets à l'écran ce à quoi ça correspond pour vous faire une idée. Après, pour des gens qui consomment principalement du contenu dit dynamique, comme des jeux, des vidéos YouTube, etc., c'est pas un souci, pas d'inquiétude. Et pour ceux qui passent 8 heures par jour sur Word ou sur des logiciels de montage vidéo, par exemple, ça peut être un problème à la longue à prendre en considération. Toutefois, pour nuancer ce problème et éviter de tomber dans une psychose, la chaîne Hardware Unboxed a réalisé des tests sur 2 écrans OLED. D'abord un écran OLED avec plus de 2000 heures dédiées principalement à la consommation de contenu multimédia, donc du jeu vidéo, et il n'a relevé aucun signe de burn-in. Donc dans ce cas-là, a priori, pas de souci. Ensuite, il a effectué un test sur 15 mois avec un écran OLED qui lui est dédié 100% à l'écriture de script, le montage vidéo et la navigation sur Internet. Donc du contenu majoritairement statique. C'est vraiment le pire scénario possible dans la mesure où il n'utilise aucun contenu dynamique sur cet écran. L'écran est configuré sur le niveau de luminosité quasi maximale avec 200 nits et il n'a mis aucun écran de veille et n'éteint pas l'écran lorsqu'il fait une petite pause par exemple. Après plus de 4000 heures d'utilisation extrême, l'écran montre quelques signes de burn-in, en particulier visibles lorsqu'on cherche à le voir, donc avec une image unicolore grise par exemple, mais a priori pas de souci majeur à ce stade lorsqu'il utilise l'écran normalement. Il ne voit pas particulièrement le burn-in, mis à part sur des logiciels avec des écrans relativement sombres. Donc la dalle OLED de dernière génération semble vraiment résistante. Gardez en tête que 4000 heures, c'est 8 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant 1 an et demi en affichant que du contenu statique. Donc c'est vraiment le pire scénario possible pour un écran OLED. Je pense que vous pouvez facilement espérer garder 3-4 ans un écran OLED si vous mélangez contenu statique et jeux vidéo. Voire bien plus, mais à ce stade difficile à dire. On commence avec les écrans 1080p. Pour moi, les écrans 1080p sont globalement dédiés aux personnes qui ont un très petit budget à mettre dans l'écran ou ceux qui souhaitent jouer à des jeux compétitifs de manière ultra sérieuse en souhaitant un écran avec un taux de rafraîchissement ultra élevé. Pour la première catégorie de personnes, je vous propose un écran à 100 € de 24 pouces 180 Hz, c'est le AOC 24G4X. C'est un écran très correct, surtout en prenant en compte le prix. Il a une dalle IPS et affiche un temps de réponse correct avec 5,89 millisecondes de grille à grille. Attention ici, je parle des temps de réponse mesurés et non les temps de réponse marketés par les constructeurs avec leur fameux 1 milliseconde de temps de réponse, qui sont systématiquement faux, à part pour les écrans OLED. Passons maintenant aux joueurs compétitifs qui veulent un écran avec un taux de rafraîchissement ultra élevé. Je vous propose le Asus PG24 QP. Il est à 850 € et est équipé d'une dalle TN. Du coup, vous le savez maintenant, il aura de mauvais angles d'affichage, mais comme c'est un écran 24 pouces, ça ne devrait pas poser énormément de problèmes du moment que vous êtes assis bien en face. Concernant le taux de contraste, normalement mauvais sur les dalles TN, ici AMD a fait un super travail en proposant un écran avec un taux de contraste similaire aux écrans IPS. Pas incroyable donc, mais tout de même largement acceptable. Mais entre nous, c'est pas ici qu'on l'attend, sa force réside dans son taux de rafraîchissement de 540 Hz et son taux de réponse parmi les meilleurs du marché hors OLED avec 1,8 millisecondes. C'est juste complètement dingue. Après, je le rappelle, c'est un écran qui est fait pour une catégorie de joueurs très précise qui souhaitent l'écran le plus rapide possible et qui prennent très au sérieux les jeux compétitifs. Passons maintenant aux écrans en 1440p avec un écran d'entrée de gamme qui mérite une mention honorable. Ici le MSI Mag 275 QF. Il fait 27 pouces et est équipé d'une dalle IPS et propose un taux de rafraîchissement de 180 Hz. Le temps de réponse est correct sans être dingue et propose à peine de quoi rentrer dans ce qu'on attendrait d'un écran 165 Hz. Dit comme ça, c'est sûr que pour un écran 180 Hz, c'est pas vendeur. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout son prix de 150 € et ça devrait changer la donne. Pour moi, bien qu'il a des défauts, le prix le place dans une catégorie d'écran à considérer pour un petit budget. Passons sur un écran plutôt moyenne gamme. Le AOC Gaming Q27 G3 XMN est un excellent écran 27 pouces qui commence même à proposer une vraie expérience HDR. Le taux de rafraîchissement est de 180 Hz, ce qui fait un bon écran pour une configuration 1440p, notamment si vous jouez principalement à des jeux solo ou si vous n'êtes pas all-in dans les jeux compétitifs.
vif. La qualité d'image est plutôt bonne et son temps de réponse est très correct, notamment pour une dalle VA qui, comme vous le savez maintenant, est une technologie réputée pour être un poil moins réactive que de l'IPS par exemple. L'écran AOC est à environ 300 €. Passons maintenant aux écrans plutôt haut de gamme, avec le Asus ROG Strix OLED XG27AQDMG de 27 pouces et un écran OLED de 240 Hz. Il est juste excellent et conviendra aussi bien aux gamers compétitifs qu'aux joueurs solo grâce à ses 240 Hz et son temps de réponse de 0,29 millisecondes. La qualité d'image est excellente en jeu vu que c'est un écran OLED. Le traitement de la dalle est brillant pour ceux qui préfèrent avoir un traitement similaire aux télé, mais attention du coup aux reflets que ça génère. Je conseillerais plutôt de jouer avec ce type d'écran dans une pièce plutôt sombre. Pour information, c'est un écran WOLED. Son prix est plutôt raisonnable pour un écran OLED, compté un peu moins de 600 €. Il faut quand même garder en tête qu'il y a encore un an ou deux, ce type d'écran était plutôt aux alentours des 1000 €. Par contre, attention, les écrans OLED 1440p sont réputés pour poser quelques soucis en termes de lisibilité de texte lorsqu'on navigue sur internet par exemple. Pas de soucis en jeu par contre, mais il faut garder ça en tête. Dernier point, étant donné que c'est un écran OLED, il affiche une excellente qualité d'image, notamment sur du contenu HDR. Pour ceux qui veulent avoir un taux de rafraîchissement supérieur, il existe le Gigabyte Aorus FO27Q3. Et on commence à être à un tarif clairement plus élevé avec un peu plus de 700 €. C'est un écran 360 Hz. Pour ceux qui ne souhaitent pas d'écran OLED à cause du risque de burn-in, mais un écran avec un haut niveau de rafraîchissement, je vous propose le Gigabyte M27QX, qui est équipé d'une dalle IPS et affiche 240 Hz en taux de rafraîchissement. Il est aux environs de 500 €. Pour finir avec les écrans 1440p, le top du top, aussi bien en termes de réactivité, de qualité d'image et de taux de rafraîchissement, je vous propose le Asus ROG Swift OLED PG27A QDP. C'est une excellente dalle OLED de 460 Hz. L'écran est vraiment dédié aux joueurs que je caractériserais comme sérieux sur les jeux compétitifs et qui veulent le meilleur du meilleur en écran 1440p. Forcément, le meilleur du meilleur a un prix et c'est environ 1000 €. Ouais, ça pique. Passons aux écrans en 4K. En écran d'entrée de gamme, vous avez le Asus ROG Strix XG27UCS. C'est un écran 27 pouces, 4K IPS avec un taux de rafraîchissement de 160 Hz. Comptez un peu moins de 400 € pour cet écran. Il dispose d'une variante plus onéreuse à moins de 500 € mais avec une technologie que je trouve assez intéressante. Cet écran propose deux modes de fonctionnement, le mode 160 Hz en 4K et un mode 320 Hz en 1080p, pour ceux qui veulent alterner entre jeux solo gourmands et les jeux compétitifs. C'est le Asus ROG Strix XG27U CG. Passons à un écran moyenne gamme, le Samsung Odyssey Neo G7. C'est un écran de 32 pouces, très capable pour un écran non OLED. Il affiche un taux de rafraîchissement de 165 Hz, des performances en HDR plutôt bonnes et un temps de réponse très bon, surtout si on prend en compte que c'est un écran à dalle VA. Plus du coup, cerise sur le gâteau, aucun risque de burn-in. Par contre, c'est un écran incurvé, donc il faut prendre ça en considération si vous faites par exemple de la 3D ou de l'illustration. Ça peut poser problème car ça déforme légèrement l'image sur les coins. Donc il faudra voir en fonction de vos préférences et de vos besoins. Comptez 550 € pour ce Samsung. En alternative, pour le même prix, le LG 32GR93U est une option solide en termes d'écran 4K 32 pouces. Il est équipé d'une dalle IPS et a un taux de rafraîchissement correct avec 144 Hz et conviendra particulièrement aux joueurs avec une configuration moyenne voire haut de gamme comme une RTX 5070 Ti par exemple, mais qui n'a pas énormément de budget à mettre sur son écran. 144 Hz sera globalement suffisant pour des jeux solo assez demandeurs comme Cyberpunk, Baldur's Gate 3 et j'en passe. De plus, contrairement à l'écran Samsung, il n'est pas incurvé. Passons aux écrans plutôt haut de gamme avec le MSI MPG 32.1 UPX. C'est un excellent écran 32 pouces QD OLED avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Pas grand chose à dire dessus, comme la plupart des écrans OLED, vraiment il affiche des performances assez similaires. Comptez un peu moins de 900 € pour cet écran. En alternative incurvé, vous avez aussi le Alienware AW3225QF. C'est un écran QD OLED aussi de 32 pouces. Contrairement au MSI, il intègre la technologie Dolby Vision. Pour ceux qui voudraient un écran QD OLED avec une finition mat, Samsung propose le Odyssey G81 SF. C'est un très bon écran comme 99% des écrans OLED, mais ici, à 1200 € environ, c'est le seul écran QD OLED avec une finition mat. Pour finir, avec les écrans 32 pouces, je vous propose le Asus ROG Swift PG32 UCDP, un des meilleurs écrans 32 pouces WOLED, qui est d'ailleurs globalement très homogène. Par contre, il est très cher, voire
à mon goût, trop cher pour le moment, comptez 1500 €. Il dispose d'une technologie d'insertion d'images noires pour améliorer la clarté de l'écran lorsqu'il y a des images avec des mouvements très rapides. Il est aussi pourvu de Dolby Vision et intègre une technologie permettant d'afficher soit de la 4K à 140 Hz ou soit du 1080p en 480 Hz, ce qui peut être ultra intéressant pour les joueurs compétitifs. Alors je le mets là dans l'espoir que les prix baissent et que pour les intéressés, cela vous sera utile d'avoir sa référence. Mais entre nous, je ne vous conseille pas de l'acheter à ce prix-là. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas trop de place sur leur bureau, comme moi, je vous propose un écran 27 pouces OLED, le Asus ROG Swift XG27 UC DMG. C'est un excellent écran QD OLED, compté environ 900 €. À savoir que les écrans 27 pouces et 32 pouces ont des prix relativement similaires pour l'OLED. Donc prenez surtout ce qui rentrera le mieux sur votre bureau. Pour finir cette vidéo, je souhaitais vous présenter un écran ultra-wide, à savoir le Alienware AW34-23DWF. C'est un écran de 32 pouces en 21/9 et 1440p. L'écran est équipé d'une technologie QD OLED, c'est un écran incurvé de 165 Hz et est excellent. Le prix est plutôt raisonnable compte tenu du fait que c'est un écran ultra-wide OLED et que ce type d'écran ne se bouscule pas trop non plus. Comptez environ 650 €. Ainsi s'achève cette vidéo sur les meilleurs écrans de 2025. Normalement, vous savez tout sur les forces et faiblesses des différentes technologies de dalle et vous avez un bon paquet de références pour faire votre choix. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce et à vous abonner. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!